je vous propose aujourd'hui une émission consacrée à un homme extraordinaire qui a un vécu absolument hors du commun. Cet homme s'appelle Patrick Hendricks et sa vie ne ressemble à aucune autre. Il a connu une enfance extrêmement malheureuse, il a vécu dans la misère, il a été maltraité, il a subi des sévices sexuels, il a fait de la prison et pourtant cet homme est aujourd'hui PDG de plusieurs sociétés commerciales. Avec un tel passé, rien ne le prédisposait à un tel destin. C'est donc une véritable revanche sur la vie qu'il a su prendre. Je vous propose de découvrir ce destin, cette histoire fabuleuse en accueillant Patrick Hendricks. Bonjour Patrick Hendricks, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes aujourd'hui PDG de plusieurs sociétés commerciales. Vous avez écrit un livre dans lequel vous racontez votre histoire, Les Trois Marches, une belle revanche sur la vie. Quand je vous ai présenté, c'est terrible, quand on raconte le début de votre vie, la misère, la pauvreté, l'enfance maltraitée, et puis tout d'un coup on arrive à la richesse. On va arriver à cette richesse, mais vous allez d'abord nous raconter comment vous avez réussi ce parcours absolument extraordinaire. Les Trois Marches, c'est donc votre livre aux éditions Presse de la Renaissance. La première de ces trois marches, c'est votre enfance, une enfance qui est un début terrible dans la vie. Qu'est-ce qui vous a conduit à être placé à 6 ans dans un internat? En fait, on m'a placé dans ce qu'on appelait à l'époque un internat pour me protéger de mon père, qui a eu l'intelligence de quitter le terrain de l'éducation avant ma naissance. Donc ma maman s'est retrouvée toute seule, et comme c'était quelqu'un de très violent et d'alcoolique, qui a envoyé plusieurs fois ma maman à l'hôpital et qui a failli la tuer d'ailleurs, on n'a rien trouvé de mieux. Je pense que c'était peut-être un bon choix de me mettre dans une institution pour me protéger de lui et de sa violence. Le problème, c'est que l'endroit dans lequel on m'a mis pour me protéger était pire finalement que si je serais resté dans les mains de mon père. Qu'est-ce que vous avez subi dans cet internat? L'innommable. Ce qui est difficile d'expliquer, ce qui est difficile d'écrire. Je pense que dans mon bouquin, je l'ai fait avec énormément de pudeur, mais j'ai toujours, même aujourd'hui à 43 ans, j'ai toujours difficile d'en parler parce que dès que j'en parle, ça revient et j'ai pas forcément envie. Vous avez donc subi des sévices dans cet internat. Vous aviez quel âge à peu près? Ça a commencé quand j'avais 6 ans jusqu'à peu près l'âge de presque 11 ans. Tout. Torture, viol. Tout seul, en bande, ce qu'il y a de pire. Quoi vous pensiez pendant ces longues années, parce que c'est long et de toute manière quand on est un enfant c'est encore plus long, à quoi vous pensiez? En fait ils sont tellement pervers et tellement malins qu'ils arrivent à nous faire entrer dans un système où on finit par se convaincre qu'on est puni parce qu'on a fait quelque chose de mal. Coupable. Donc oui, il cultive ce sentiment de culpabilité, et quand on est très très jeune, on n'a aucune réalité des choses normales de la vie. Donc on dit on doit être puni, si je suis puni c'est que j'ai fait des conneries, donc je ne vais pas dire on accepte, mais ça passe plus facilement. Mais c'est surtout, le côté pervers de la chose, c'est surtout pour éviter qu'on en parle à l'extérieur. Parce que quand ma maman venait me chercher le week-end, je n'osais pas lui en parler. Et le plus dur, c'est de cacher ses craintes. Et oui, ses craintes, quand le lundi matin, on vous ramène et que vous ne savez pas si le soir, c'est vous qui allez tirer la carte gagnant pour que les surveillants s'amusent avec vous comme une poupée gonflable. Dans quel état d'esprit vous étiez quand vous étiez à l'intérieur de cet internat? Vous étiez hors du monde, ou vous étiez déjà dans un système de rébellion quelque part? Mais au début, les 2 premières années, on a le sentiment de rien, parce que je me rendais compte autour de moi que dans le dortoir, mais tout le monde subissait. Là où j'ai commencé à ouvrir les yeux, c'est un soir, la porte une fois de plus du dortoir s'est ouverte, et chance pour moi, et je le dis avec beaucoup de regret encore aujourd'hui, chance pour moi ce soir-là, c'est pas moi qui ai été sélectionné. C'est peut-être, ça peut paraître égoïste, mais j'étais content de passer mon tour, et c'est tombé sur un camarade qui était un peu plus loin, dans un autre lit. Et on a entendu ce qui se passait, parce qu'il y avait forcément les cris, parce qu'il y avait les rires sadiques des surveillants. Et à un certain moment, le gamin, aujourd'hui je dis le gamin, mais mon pote, si on peut dire, est revenu dans le dortoir, et il s'est arrêté devant la porte. Et nous, on le regardait, parce qu'en dessous, on se cachait toujours en dessous des couvertures en espérant que le démon ne nous prenne pas, comme tous les enfants font encore aujourd'hui. Et je l'ai vu traverser le dortoir en courant, et il s'est fracassé la tête contre le mur. Donc il s'est suicidé, et voilà. Mais j'aime pas en parler.
Et à cette époque, est-ce que c'est à cette époque-là que vous avez une prise de conscience? Comment vous voyez l'avenir à cette époque, quand vous étiez petit? Mais je pense qu'il n'y a qu'une seule façon de la voir, c'est la haine et la vengeance. Il n'y a plus d'autre père. On ne peut pas accepter, on ne peut pas essayer de comprendre, on ne peut pas justifier, on ne peut pas excuser. Et c'est ce que je dis un certain moment dans mon bouquin. Je dis, à l'âge où les autres dorment avec des gros nounours dans leurs bras, moi je dormais qu'avec une chose, c'était le désir de vengeance. Et je dis une phrase à un certain moment à mon voisin de lit, je dis une phrase, un jour on les crèvera tous. Alors vous ne l'avez pas fait. Et non seulement vous ne l'avez pas fait, mais vous avez vous-même créé un superbe retournement de votre vie, puisque je le disais aujourd'hui, vous êtes PDG, vous êtes très riche, vous avez complètement... J'aime pas le mot riche, mais enfin... En tout cas, vous l'êtes plus que quand vous étiez jeune, puisque vous ne venez pas d'un milieu où on a, comme on dit, la cuillère en argent Je suis riche par mes enfants, c'est ma priorité. Certainement, mais en tout cas, financièrement, vous êtes à l'abri des besoins aujourd'hui. Vous êtes sorti de cet internat un jour, vous avez fini par en sortir. Comment ça s'est passé à la sortie? Je suis énormément de soulagement, bien sûr, bien que ma maman ne savait toujours pas ce qui se passait, mais elle me sort dans des conditions une fois de plus catastrophiques, puisque le lundi matin, j'ai été blessé dans la cour de récréation, et comme c'était une institution un petit peu archaïque, j'étais ouvert sur le menton, et sans soins, sans anesthésie, sans rien. Il y a un monsieur qui est venu avec un tablier blanc, parce qu'en ce temps-là, on appelait ça les médecins de la Croix-Rouge, et qui, avec un fil, a commencé à me coudre, tout simplement. Comme ça, tout simplement. Donc quand on a 9 ans et qu'on commence à se faire coudre comme ça, il y a des choses qui ne vont pas, et forcément on supprime des cases dans sa tête, on enlève toutes les cases de logique, de douleur, et on apprend à contrôler et à gérer sa douleur. Donc, et toute la semaine, la punition était encore pire, puisque je recevais des coups, parce que je continuais à saigner, et forcément je salissais les cahiers. Donc le professeur me refrappait, parce que je salissais les cahiers, alors que justement il y avait infection, il y avait un problème. C'est terrible cet internat. Oui. Et le samedi, ma maman est venue me chercher, et en me regardant, elle a compris quelque chose qui n'allait pas. Elle a compris quelque chose qui n'allait pas. Et elle m'a emmené directement chez un médecin, et le médecin lui a dit, à quelques heures près, c'était fini, il était mort. La vie a continué, vous êtes rentré dans l'adolescence, et puis vous avez, on résume parce que votre vie est très riche et vous l'avez raconté dans votre livre, à 16 ans vous avez connu un nouveau coup dur qui n'avait rien à voir avec ce que vous aviez vécu, mais qui vous en a mis encore un nouveau coup sur la tête. Vous avez été victime d'une erreur policière. D'abord, qu'est-ce que c'était et quelles conséquences ça a eu sur votre vie d'adolescent? C'est pas à 16 ans, c'est à 20 ans. 20 ans. Un peu plus tard, 16 ans, c'est l'âge où je rencontre mon rayon de soleil. Donc le premier amour. Le sourire d'une demoiselle qui transforme une vie, qui donne plein d'espoir, un renouveau, une vie, autre chose. C'est difficile de trouver les mots, mais je pense que ceux qui sont amoureux, qui l'ont été, qui vont l'être, comprendront à ce moment-là. C'est difficile d'expliquer. Et à 20 ans, effectivement, la belle maman me voit comme un voyou, donc je subis ce regard de travers que la société porte encore aujourd'hui sur les gens qui ont un parcours un petit peu particulier ou qui vivent dans des endroits, ce que vous appelez en France les cités ou les quartiers un petit peu, je ne vais pas dire défavorisés parce que c'est pas vrai, c'était pas les quartiers défavorisés, c'était les quartiers normaux, ouvriers, et pour protéger sa fille, parce qu'elle se rende compte que sa fille et moi, on parle mariage et on a l'ambition de construire notre vie ensemble. Elle a l'excellente idée de téléphoner à la police pour dire « ma fille sort avec un trafiquant international de voitures volées ». Ce qui était vrai? Ben non, puisque je travaillais et 4 jours par semaine, je travaillais 16 heures par jour, puisque j'ai commencé à bosser à 16 ans, puisque j'avais une maman très fatiguée, surtout par son vécu et par le temps. Donc j'ai arrêté l'école, j'ai décidé d'aller travailler très très tôt. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que la police a fait? Ils m'ont explosé. C'est-à-dire? J'étais... Au sens propre? J'étais à la maison et en un coup, la porte a explosé et sans explication, ils m'ont massacré. Ils m'ont massacré, sans poser de questions, ils m'ont massacré. Avec le recul, je ne vais pas dire que je les excuse, mais je les comprends. Je comprends qu'on peut avoir peur parce qu'on ne sait pas chez qui on va, on ne sait pas ce qu'on va trouver, est-ce qu'il y a des armes, est-ce qu'ils sont plusieurs. Mais d'un autre côté, je me dis qu'il a dû leur falloir 4-5 secondes pour comprendre que j'étais un gamin qui ne demandait rien à personne, que je n'avais pas d'armes, que je n'étais pas un trafiquant, que je n'étais rien. Mais ils se sont acharnés et ils m'ont explosé. Et au bout de 3 jours, il y en a un qui se dit il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, ils se rendent compte qu'ils font une bourde. Et avec beaucoup de délicatesse, ils ont ouvert le bureau
Et je me souviendrai toute ma vie parce que j'étais sans chaussettes, j'ai eu le temps d'enfiler des chaussures, pantalon, j'avais même pas de sous-vêtements, et donc ils m'ont tiré comme ça. Et au bout de 3 jours où j'ai pas pu me laver, où j'ai eu à boire l'élémentaire et à manger pire que l'élémentaire, au bout de 3 jours, ils sont rentrés dans le bureau, bon ben écoute, on s'est trompé, voilà, t'es libre. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que ce début de vie qui est terrible, où vous en prenez plein la vie finalement, fait qu'à un moment, on pourrait dire presque logiquement, vous allez devenir un petit voyou, et même plus qu'un petit voyou, on peut dire. Hein. Vous avez fréquenté la mafia, vous avez organisé des casses, pire que ça, vous avez fait de la prison. Oui, mais en fait ce qui se passe, c'est que quand je sors de là, je me dis, puisqu'on a ce regard de travers sur moi alors que c'est injustifié, puisqu'à ce moment-là je perds tout, je perds absolument tout, je me dis, puisque la société m'a créé, maintenant elle va me subir. Et je pars dans un autre monde, je pars dans le monde des gros truands, pas des petits voyous. J'ai jamais agressé une vieille dans le métro pour lui voler sa chaîne comme des saloperies pareilles, c'est pas mon style. Et j'ai eu chance ou malchance, ça dépend de la position dans laquelle on se met, j'ai eu la chance d'être pris en main par des très très grosses pointures et je suis passé de porte-flingue à décisionnaire, à patron. C'est en Belgique, hein? En Belgique, un petit peu aux États-Unis, sur la Côte d'Azur, un petit peu partout. Et à 21 ans, je gagnais en francs belges, c'est 2 millions de francs belges, je pense que ça doit faire 500 000 euros. 50 000 euros par semaine à 21 ans. Ah, et en faisant quoi? Du banditisme. Banditisme, gros banditisme. De quoi, oui. les filles Non, j'ai jamais touché à la cam, j'ai jamais été proxénète, tout ça chez nous c'est des choses exclues. J'ai attaque à main armée, fourgon, banque, enfin le parcours, la protection. Vous étiez bien dans cet univers de truands? Est-ce que par rapport à votre vécu, l'internat, les souvenirs, le tabassage, vous étiez à l'abri, au chaud? J'étais bien parce qu'on avait un sentiment de famille. On était unis et je n'ai jamais vu autant de solidarité que dans ce monde que moi j'ai fréquenté, qui n'existe plus malheureusement aujourd'hui, enfin malheureusement ou heureusement, encore une fois ça dépend comment on se positionne, mais c'est vrai que j'ai découvert un monde avec des codes d'honneur, avec des mentalités, avec le respect de la parole donnée, avec l'argent facile, avec forcément plein de choses autour, et quand on a 21 ans, pouvoir rouler en Ferrari cabriolet à Miami avec des belles nanas, je crois pas qu'il y en a beaucoup qui diraient non, même encore aujourd'hui. Donc on se laisse passer là-dedans et on perd la notion de toute réalité et on est parti, on n'a plus conscience de rien. Et s'il faut faire un fourgon, s'il faut faire ceci, s'il faut faire cela, d'ailleurs c'est ça qui est fou dans ces situations, c'est qu'on se dit on va travailler. Vous vous êtes retrouvé en prison? 3 fois, oui. Longtemps? Quelques années, oui. Suffisamment pour prendre conscience de certaines choses. À quel moment vous avez décidé que la vie de truand, c'était pas votre vraie vie et qu'il fallait gagner votre vie autrement? La 3e fois. Et la 3e fois parce qu'il se passe un événement très particulier. C'est que la 3e fois, bon, comme j'avais quand même acquis ma notoriété dans le monde des gros voyous. Des bandits. Donc quand on rentre en prison, ça devient plus une punition, ça devient notre chez nous finalement. Oui. Parce que on impose une fois de plus nos règles. Vous étiez un caïd aussi en prison? J'aime pas le mot caïd, mais disons que je dirigeais certaines choses. J'avais le pouvoir sur certaines choses. Et là, j'ai commencé à gagner ma vie en prison aussi, parce qu'il y a autant de business en prison qu'à l'extérieur. Et je dirigeais quand même presque 200 garçons dans le monde des prisons. C'était pas mal. Et là, un jour, j'ai un moment, je ne vais pas dire de chance, mais il se passe quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'il y a un pédophile qui rentre dans la prison. Et le maton vient me voir. Il connaissait, je ne vais pas dire qu'il connaissait mon parcours, mais il se doutait quelque chose qui n'allait pas parce qu'il voyait bien mes réactions quand je devais donner la bouffe à ce genre de mec. Et il me dit voilà, s'il lui arrive quelque chose, nous on regarde ailleurs, tu fais ce que tu veux. Et là, je prends du recul et je me dis maintenant je vais pouvoir m'amuser. Et j'explique ce qui se passe dans cette cellule, j'explique dans mon bouquin ce qui se passe, à quel point je deviens fou. Vous vous êtes vengé sur ce type? Je lui ai fait payer. Je lui ai fait payer ce que terrible ce que vous racontez. Ce que j'estimais être mon droit, et je vous rassure tout de suite, je ne l'ai pas tué. Mais je l'ai... Mais comme on dit, il a mangé. Je l'ai torturé mentalement, physiquement, mais à ma manière, parce que j'estimais à ce moment-là que c'était mon droit. Et en sortant de sa cellule, en lui disant, je ne te tue pas maintenant, mais je vais revenir dans 5 minutes, dans 1 heure, dans 1 semaine, tu vas crever, mais tu ne sais pas quand. Et en sortant de sa cellule, je me suis rendu compte que finalement, ça ne m'apportait absolument rien. Et
que ce que je cherchais depuis des années, je cherchais la vengeance, finalement c'était rien du tout. C'est terrible, Patrick, ce que vous racontez, parce que finalement, vous racontez des choses, quand je vous écoute, je me dis, c'est pas possible, ça n'a pas pu lui arriver. Vous auriez pu imaginer un seul instant que vous deviendriez ce PDG-là, reconnu, que vous écririez votre... Non, sûrement pas, puisque le dernier braco, enfin la dernière attaque à main armée, non dit braco, que je fais, je choisis justement une grosse bijouterie qui se trouve en face d'un bureau de police. Je fais exprès de prendre en face pour un peu mettre du piment. Et pour des raisons que j'explique de nouveau dans mon bouquin, mais que je ne dévoilerai pas ici, je décide de monter, moi, les armes vides. Donc je suis tellement inconscient et tellement allumé que je monte sur des braquages, des armes vides. D'abord parce que j'ai le respect de la vie, je ne voulais pas blesser ni tuer quelqu'un, je n'en ai jamais voulu, et j'ai la fierté de dire aujourd'hui que je n'ai pas de sang sur les mains. Et je me suis dit, pour moi, voilà, ça c'est le final, je vais faire ce qu'il faut. Une fois qu'ils seront partis avec la marchandise, je vais les attendre, et je n'attends qu'une chose, c'est qu'ils finissent. C'est ça que j'ai cherché finalement, avec le recul, c'est ça que j'ai compris en écrivant mon bouquin, que ce que je cherchais, c'est que c'est un poulet passe et me mettre la bastos qui allait tout arrêter. En tout cas, vous êtes un bon vendeur parce qu'on a envie d'acheter votre livre. Hein. Mais j'espère bien. À quel moment, Patrick, vous avez décidé, et est-ce que vous l'avez décidé d'ailleurs, de devenir honnête, de repartir à zéro, de changer de vie totalement? Quand on a connu l'argent facile, les braquages, le côté un peu gloriole, je suppose un peu macho de ce milieu-là. Je ne sais pas si on peut le décider, parce qu'à partir du moment où vous faites des années de prison, et ça s'appelle le système de réinsertion, et je pense qu'en France, le problème est le même qu'en Belgique, c'est que nous, en Belgique, à mon époque, la réinsertion, c'était au bout de certaines années, on ne vous prévient pas, on vient, voilà, tu es libre, en une demi-heure, on vous enlève d'un monde dans lequel vous appartenez, c'est chez vous, et en une demi-heure, on vous jette dans la rue sans aucun suivi, sans rien, et j'avais 100 € dans la poche. Après mes années de prison, j'ai 100 €. On ne se soucie pas de savoir où est-ce qu'on va dormir, ceci, donc je suis là. Alors à ce moment-là, j'ai deux options. Ou je vais à gauche et je téléphone à mes potes, et c'est reparti, on vient me chercher en limousine avec tout ce qu'il faut. Ou je vais à droite et je rentre dans le système social de ce qu'on appelle les assistants de probation, le SMIC, comme vous dites en France, et ceci. Et je me dis, il n'y a aucun des deux qui me convient. Je sais que je suis autre chose. De faire la manche, j'ai pas envie, j'ai ma fierté. Et je fais le choix d'aller tout droit. Et je me dis, on verra bien. Et c'est quoi tout droit? Vers l'inconnu, vers le nulle part. Et je me dis, on verra bien. Et je vais me prouver à moi-même que je suis capable de faire autre chose que des braquages et qu'il y a moyen de s'en sortir. Alors, mine de rien, vous êtes devenu plombier? Oui. C'est pas facile, je suppose, quand on a connu l'argent que vous avez connu en étant braqueur, de repartir avec un salaire de plombier. C'est même pire que ça, puisque pendant 3 jours, en sortant de prison, je squatte une maison abandonnée. Donc je suis devenu clochard, je passe du statut prisonnier à SDF. J'arrive pas à croire que vous ayez fait cette voie-là. C'est fou quand même. Et je suis là, et avec les 100 €, forcément, j'essaie de manger, mais en gérant le plus possible, puisque mes mois de cachot m'ont appris à manger le minimum possible. Et je me dis, il faut que je m'en sors. Au bout du 3e jour, je dis, il faut que je m'en sors. Et j'ai une idée de génie à ce moment-là, c'est que je rentre dans un magasin de vestes en cuir, j'achète une veste en cuir avec mon capital, et je risque le tout pour le tout. Je prends cette veste, je vais au bistrot du coin, je vends la veste le double du prix, je reviens, j'achète 2 vestes. Vous êtes un bon vendeur, je vous l'ai dit. Hein. Oui. J'achète 2 vestes, puis 4 vestes, et je me refais comme ça. Et comme la loi nous impose quand même d'avoir un travail honnête et officiel, donc par bouche à oreille, j'entends qu'il y a un plombier qui cherche un ouvrier, et je me présente chez lui. Et là, je suis tellement con, j'ai tellement honte que je dis à ses patrons, je dis voilà, ça fait 10 ans que je travaille en famille, plombier et tout, j'ai envie de voler de mes propres ailes, donc je mens. Je dis pas que je sors de prison, je dis pas que j'y connais rien. Et il me dit ok, on te donne une chance. Première chose, je vais dans un magasin de bricolage, j'achète des livres de bricolage et des outils de bricolage, et j'arrive chez une dame, et au lieu de remplacer un robinet en 15 minutes, je mets 3h30. Elle n'a rien dit, vous n'êtes pas fait virer. J'endors tellement bien la dame en lui expliquant que comme vraiment, ça plomberie est vieille. Donc je l'endors et voilà, et je deviens plombier comme ça. Et au bout du 4e jour, j'ai des remords et je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'avoue à mes patrons, je dis voilà, je dis la vérité, c'est que je sors du placard, j'y connais rien, j'ai besoin de bosser, sinon je suis dans la merde. Il y a un des deux patrons qui me dit ok, puisque tu es honnête, je te donne une chance, mais l'autre c'est un enfoiré parce qu'il me dit
Il dit maintenant tu vas pisser, chier, dormir comme nous, on va te le dire. Oh, sinon je téléphone et je dis que tu as essayé de nous voler. Et là pendant 6 mois je me fais exploiter. Mais quand je me dis exploiter, c'est exploiter. Mais comme je me suis donné ma parole que je ne rentrerai pas en prison, je n'irai plus jamais en prison, je tiens le coup. Alors vous êtes devenu ce qu'on appelle un honnête homme, oui, tout à fait. Qui travaille pour, je suppose, pas très cher par rapport au salaire que vous aviez. Je parle de salaire quand vous travaillez avec la mafia. Et puis un jour, alors on va passer un peu les étapes, on achètera votre livre, on l'a bien compris Patrick. On passe les étapes, et un jour, alors je ne sais pas ce que c'est, vous allez me l'expliquer, c'est le destin, le hasard, le culot, la chance, je ne sais pas. Vous tombez sur un vieux monsieur, vous allez faire plombier chez lui, et tout d'un coup, pour aller vous laver les mains, il vous dit, voilà, moi j'ai un savon révolutionnaire, je vous donne la formule. Il fait ce geste parce que moi, je fais un geste de nouveau déroutant, c'est que ce vieux monsieur était impotent. Plus aucune famille, et quand je suis rentré chez lui, j'ai failli ressortir parce que l'odeur était infecte. C'était une personne âgée, complètement abandonnée, impotent. Alors vous imaginez faire le ménage et ceci. Je suis même convaincu qu'il s'était uriné dessus. Donc, mais pas de préjugés. Je me dis, je viens faire mon boulot, je fais mon boulot et je descends dans la cave, je remplace le compteur, je fais tout le travail. Et je vois le monsieur au-dessus de l'escalier dans sa charrette qui voudrait voir ce que j'ai fait. Et moi, je réfléchis pas plus loin. Ça étonne les gens quand je dis ça, mais moi, c'était ma façon de voir les choses et ça l'est toujours. Je remonte l'escalier, je le prends de sa charrette et je redescends avec lui dans la cave et j'utilise mon genou pour lui montrer le boulot que j'ai fait. Pour moi, c'est normal. Les gens, en général, ils disent, mais c'est étonnant. Mais non. Et ça le touche tellement que est-ce qu'il veut me faire plaisir ou je ne sais pas, je ne peux pas expliquer ce qui se passe. Et je me demande pour me laver les mains, puisque le travail est fait et tout. Et dans ma tête, je me dis, cela, je vais pas le faire payer, parce qu'on voit bien qu'il n'a pas l'argent. Et pour pas froisser les gens, quand c'était des personnes âgées ou des personnes démunies, je disais aux gens, je vous enverrai la facture, vous payez quand vous recevez la facture, mais j'envoyais jamais la facture. Mais je voulais respecter leur fierté et amour-propre. Et je dis au monsieur, je vous enverrai la facture et tout, est-ce que je peux me laver les mains? Il me dit, quand j'étais potent, j'avais une passion, j'étais chimiste, comme d'autres font les timbres, les trains électriques, et vous allez dans la pièce là... Je descends et je rentre dans une pièce bourrée de toiles d'araignée et je vois des petits flacons, je prends un flacon. Et au moment où je prends ce flacon, je mets sur ma main, je retire mes mains parce que je croyais que c'était de l'acide, parce que la crasse, elle coulait. Et en fait, c'était le savon que ce monsieur avait inventé. Donc je remonte, il me dit, vous pouvez garder le petit flacon, et je garde le petit flacon, mais pour le peu d'intérêt que je portais au savon, parce que je ne suis pas trop féminin, moi, tout ce qui est bazar, c'est... Donc je laisse dans la camionnette, ça reste là, et je continue mon boulot de plombier. Et puis quelques mois plus tard, en mettant de l'eau dans la camionnette, je retombe sur ce flacon. Je dis, puisque c'est du savon, je mets dans un seau et je commence à nettoyer. Et puis il se passe quelque chose, je me prends au jeu et j'essaye de trouver ce que ce savon ne va pas pouvoir nettoyer. Et je ne trouve pas. Savon magique. Et j'essaye tout. Et je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis au bout de 6 mois que je me fais exploiter, je me dis il faut que je tente ma chance. Il faut que je tente ma chance. C'est peut-être maintenant qu'il faut y aller. Et je retourne voir le monsieur, je dis voilà, moi j'ai envie d'exploiter votre bazar, là, même si c'est un truc de nana, le savon, je dis moi j'ai envie d'essayer. Et là il fait un geste magnifique parce qu'il me dit en fonction de ce que vous avez fait pour moi, il dit moi j'ai plus de femme, j'ai plus de famille, j'ai plus rien. Il va dans un tiroir et il me donne la formule. C'est-à-dire qu'il n'avait jamais exploité la formule de ce savon très particulier qui nettoie en fait... Tout, mais en se frottant les mains, ça marche comment? Ça mousse un petit peu. Ça mousse un peu, mais c'est super décapant en fait. En gros, ça nettoie vraiment bien. Hein. C'est dégraissant, mais pas agressif pour la peau, même pas. Donc c'est complètement biologique. Donc il vous donne la formule, il ne l'avait pas déposée, il l'avait gardée dans son voilà tiroir. La formule. Donc je me retrouve sur le bord d'un trottoir avec une formule. Et moi en chimie, la seule chose que je connais, c'est quand on met du lait dans du café, ça devient clair. Vous étiez novice. Et la première chose que je fais, je regarde dans les pages jaunes. En Belgique, ça s'appelle les pages jaunes, l'annuaire téléphonique. En France aussi, et je cherche un annuaire, et je cherche un laboratoire, et je tombe sur un laboratoire officiel. Je pense que vous avez une copie d'ailleurs. Et je vais voir cette dame, je dis voilà, j'ai ça. Et il y a un coup de cœur qui se fait entre cette dame, que je remercie à l'occasion, que j'aime beaucoup. Et d'abord, elle est étonnée aussi, parce que comme c'est une chimiste professionnelle, elle se rend compte que le mélange de tous ces produits peut faire quelque chose de percutant. Donc elle me dit, on va travailler dessus. Et quelques semaines plus tard, elle me donne une formule définitive qui est un modus operandi pour la production.
je suis enchanté, je suis heureux comme un gosse qui vient de voir le Père Noël parce que je me dis, allez, la machine est partie. Donc là, je crée une société. Non mais attendez, Patrick, là, j'imagine n'importe qui aurait un espèce de savon révolutionnaire qui lave bien, aurait pas l'idée d'aller le commercialiser, enfin d'aller le produire, le faire fabriquer, aurait pas idée d'aller voir les banques parce que je suppose qu'après il a fallu convaincre, de créer une société, enfin je sais pas, il faut quand même... Le culot. Oui, donc c'est le culot finalement. C'est le culot, ouais, c'est le culot. Peur de rien. Bon alors vous dites, j'ai ma petite formule, j'ai mon petit savon et vous créez une société. Pour créer une société, il faut de l'argent. Il faut aller voir des banquiers. Oui. Là aussi, vous avez bien vendu votre business. Non, parce que la première banque que je vais voir, quand je mets ma carte d'identité sur le comptoir, ça va vous faire sourire, mais quand ils ont vu mon nom, ils ont sonné l'alarme, ils ont tous levé les mains. Pardon? Ah oui, oui. Ce soir sur France 3, Il y a de l'ambiance, ça va être chaud, c'est sûr. question pour un champion réunit 10 grandes écoles prestigieuses qui en profitent pour relâcher la pression. Ils sont créatifs, spontanés L'assaut. et déchaînés. Accrochez-vous, ça va très vite. Et on va continuer. Que doit-on ménager si l'on veut voyager loin ici? Ici, l'animateur peut-être. Quelle ville d'Andalousie dans laquelle Pablo Picasso est né? C'est la bonne réponse. Avec Julien Lepers, emporté par la foule, une question pour un champion spécial grandes écoles brillantissime. Ce soir à 20h55 sur France 3. Nous vous attendons sur le plateau de C'est mon choix. Si dès la moindre contrariété, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous mettre dans une colère noire, si vous n'avez absolument aucune autorité sur votre enfant et que vous ne savez plus quoi faire, si vous avez entre 25 et 40 ans et que vous recherchez l'âme sœur, si à la vue de votre physique, on ne peut pas imaginer votre passion, maquillage, contactez-nous au 0 825 100 123 si ce sont vos choix, que vous les assumez ou que vous les regrettiez. Vous créez une société. Pour créer une société, il faut de l'argent. Il faut Oui. aller voir des banquiers. Oui. Là aussi, vous avez bien vendu votre business. Non, parce que la première banque que je vais voir, quand je mets ma carte d'identité sur le comptoir, ça va vous faire sourire, mais quand ils ont vu mon nom, ils ont sonné l'alarme, ils ont tous levé les mains. Pardon? Ah ouais. Pourquoi? Non, je Parce que vous assure, étiez je vous connu? assure, c'est vrai. Bah oui, j'étais un petit peu... En général, chez eux, je rentrais que pour des Oui, retraits. avec une cagoule. Et avec une cagoule, parce qu'il faisait froid quand même, donc... Non, me dites pas que vous êtes allé dans une banque que vous aviez braquée quand même. Mais si, pourquoi pas. Mais comment ça? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? Quel juste retour des choses. Bah oui, si je devais plus me présenter là où j'ai été, je vais plus jamais à la poste, je suis un bijoutier, je suis un truc, bah oui, malheureusement. Donc je me retrouve au bureau de police, mais ils se rendent compte qu'il y a une mal-donne, donc je trouve finalement une petite agence. Attendez, les policiers, ils savaient qui vous étiez aussi? Mais vous aviez purgé. J'étais un petit peu connu, donc... Oui, c'est ça. quand Mais ils vous ont quand- laissé repas. Ils se sont pas dit, tiens, c'est bizarre, Patrick Hendrix retourne à la banque, il va nous braquer ou non? Mais non, il va bien que j'avais pas de cagoule, j'avais pas le matériel adapté. Enfin, on sait donc, jamais, ça pourrait être pour repérer les lieux, enfin... Mais si je repère les lieux, ça m'étonnerait que je donne ma carte d'identité au comptoir. Oui, vous savez, je sais pas, moi j'y connais rien, j'essaie de... Vous savez, en moi j'ai vu général, des on films préfère policiers, rester c'est tout, anonyme dans hein, ces j'essaie cas-là, de... donc, D'accord. Donc vous- finalement, ça tourne presque à la rigolade, j'en rigole, et je trouve dans un petit bled à l'extérieur de Bruxelles, je trouve une petite agence, et là je vais voir le banquier, et lui il me connaissait pas, parce que c'était une petite banque de campagne, il me connaissait pas, et je vais au culot, et je dis à ce monsieur Geert, que je remercie s'il écoute, je dis voilà, je viens de nulle part, prison, j'explique le parcours, ça et ça, j'y connais rien, moi la seule chose que je sais faire dans une banque c'est des retraits. Et il y a vraiment quelque chose d'électrique qui se passe avec le personnage. Et je lui dis, il me faut 60 000 francs belges, ça fait 1250 euros. Je dis voilà, il me faut 1250 euros pour commencer. Et aujourd'hui encore, j'ai le doute parce que je ne sais pas si c'est son argent ou l'argent de la banque. Il m'a dit, dans combien de temps tu me rembourses? Je lui ai dit, tu as ma parole de voyou, dans un mois je suis là. Et il m'a donné 1200. C'est quoi une parole de voyou, Patrick? Ça vaut quoi? Pour moi, Oui. ça a plus de valeur qu'une carte Visa, qu'une Golden, qu'une américaine. Et le banquier vous a cru? Il m'a cru. Oui. Il m'a cru parce que je pense que le fait d'avoir Ils ont peut-être beaucoup de voyous qui leur disent non, ça aussi. je pense que avoir l'honnêteté de dire voilà, je suis ça, sans détour, Non mais pas se attendez, cacher, vous pas là mentir. encore vous êtes extraordinaire. Vous me dites hop, je vais dans les banques que j'ai braquées, hop, je vais dans une petite agence, le type, je lui raconte toute mon histoire, je suis tolard, voilà, et puis je te rembourse, parole de voyou, dans un mois. Attendez, c'est incroyable, hein.
Personne fait un truc pareil. Hein. J'avais pas trop l'habitude, moi, du système bancaire. Je savais pas. Moi, dans Voyou, quand je faisais des affaires, on faisait des affaires de 1, 2, 3, 5 millions d'euros à la parole. Si je te dis, OK, je douille, il m'envoyait la marchandise, je douillais. Sinon, c'était à l'enfouraille. Vous pensez bien, on mettait à l'heure tout de suite. Mais vous êtes Donc, un provocateur ou un voyou honnête, finalement? Enfin, à l'époque. non, d'abord, je suis plus voyou. Oui, j'ai dit à l'époque. Oui. Honnête, je pense que je l'ai toujours été. J'ai aucun doute là-dessus. Et provocateur? Provocateur, non. Pourquoi? Parce que le culot, c'est de la provocation? Un peu. Non. Non. Je pense que le culot est une preuve d'honnêteté. Alors, vous obtenez donc ce prêt avec l'argent du banquier ou l'argent de la banque. En tout cas, vous montez votre société. Là, je découvre le monde de la TVA, faire un registre de commerce. Là aussi, vous n'y connaissiez rien du tout. Ah non, c'est une catastrophe. Dans la mafia, ça se passe pas comme ça. Les administrations, vous savez, les gens qui faisaient des cachets sans vous regarder, j'avais envie de les tirer au-dessus du comptoir parce que il me manquait de respect, mais bon, quand on a mon parcours et d'autres, c'est vrai que on a des manies. Aujourd'hui encore, mes filles, elles savent qu'il ne faut pas claquer une porte, il ne faut pas secouer des clés, ça reste ça imprégné en vous. Ça vous rappelle certaines choses, oui. Et donc finalement, je suis drillé grâce à l'administration, je suis drillé pour me modérer, parce qu'il faut les subir, ces gens. Il faut les... Alors, là encore... c'est pas le tout d'obtenir l'argent de la banque, c'est pas le tout de monter une société et d'avoir la formule magique pour le savon magique. Encore faut-il trouver un partenaire économique à qui vous allez vendre ce savon. Comment vous avez décroché votre premier contrat? Mais, juste une parenthèse, quand je réussis enfin à avoir tous mes papiers et que j'attrape le statut de directeur d'entreprise, même s'il n'y a pas de personnel et pas de téléphone, on devient automatiquement directeur d'entreprise. Je prends 50 départs et mon but c'était d'offrir 50% départ au monsieur. Au banquier? Au vieux monsieur. Donc là, une fois de plus, saloperie de destin ou malchance ou hasard, au moment où j'arrive, je retourne chez le monsieur après des mois, le monsieur était décédé, il n'y avait plus rien. Et là, je me suis dit, eh ben, pour lui, parce que c'est quasi presque tout ce qui me restait, pour lui, maintenant, je vais y aller. Maintenant, je vais y aller. Réussir ce qu'il n'avait pas réussi à faire. Et en rentrant chez moi, donc j'ai 100% de part d'une société où j'ai pas de personnel, où j'ai pas de stock, où j'ai pas de fonds, où j'ai rien. Je me dis, qu'est-ce que je dois faire? Et comme j'habite sur un aérodrome abandonné, qui se trouve à l'extérieur de Bruxelles, je sais pas pourquoi, je pense aux avions. Non, la compagnie aérienne de Belgique? Voilà. Je me dis, avec le culot que j'ai, il va rien m'arriver. Et je prends ma voiture et je pars à l'aéroport, je cherche, je rame parce que c'est immense. Et à un certain moment, je vois laboratoire, expertise, et je rentre là. Et je dis à la secrétaire, je dis, voilà, j'ai inventé un truc, je voudrais vous le présenter. Il me dit, attendez, il faut 1 an, 2 ans de patience, il faut faire des tests et ceci. Et je lui dis, j'ai pas le temps. Et en discutant avec cette dame, je vois sur une des portes, je vois direction générale. Et je dis, madame, excusez-moi pour ce que je vais faire, mais j'ai pas le temps. Et je suis parti et j'ai ouvert la porte. Non. Oui, j'ai ouvert la porte. Et ils étaient en réunion, là. Et je tombe en plein dans un jeu de quilles, ils étaient en réunion. Vous vous êtes viré. Et je reste, même moi, je suis surpris parce que je ne m'attendais pas à voir autant de monde. Quand vous vous revoyez quand même, on va continuer l'histoire de la réunion, mais quand vous vous revoyez faire ça, c'est hallucinant quand même. Mais je fais ça tous les jours. Il est incroyable. Moi, je fais ça tous les jours. Alors attendez, vous ouvrez la porte, ils sont en réunion, ils vous voient arriver. Je vois 12 personnes et je dis, écoutez, excusez mon impolitesse, mais c'est qui le patron? Et il y a un monsieur qui est assis un petit peu plus loin, il me dit, c'est moi. Mais c'est vrai qu'avec ma tronche, on se méfie un peu au départ. Quand on fait 1m90 pour 100 kilos, surtout qu'en tant que patron, j'étais le premier mec en Santiago, jean Santiago. En plus, d'accord, vous n'aviez pas le costume, hein? Voilà. Bien. Et je vais chez ce monsieur, je dis, écoutez, vraiment, pardonnez-moi, excusez-moi d'être aussi impoli. Je dis, mais moi, je sais pas comment ça fonctionne chez vous, j'ai pas le temps. Je dis, alors voilà, j'avais fait faire des petites cartes d'identité à la 642. Et je dis, voilà ma carte de visite. Je dis, voilà la carte, voici un flacon. Écoutez, si vous ne téléphonez pas, tant pis. Si vous essayez, ben, on verra bien. Et 15 jours après, je livrais 5 tonnes de savon. Attendez, là aussi, vous avez une chance incroyable. Parce que vous savez bien que dans n'importe quel milieu, on reçoit des dizaines et des dizaines de personnes avec des produits miraculeux et que ça reste dans un placard parce qu'on a autre chose à faire. Ben justement, avec le recul et en discutant, parce qu'on est devenus forcément amis, il m'a expliqué la situation et ça m'a permis justement d'analyser pourquoi vous aviez réussi. Et de prendre du recul par rapport aux affaires que je gère aujourd'hui, et c'est ce que j'explique aux gens. Ce qui a créé mon rapport de force positif pour mon cas et qui me démarque des autres, c'est que je ne suis pas rentré dans le créneau de ce qui existe
encore aujourd'hui, du style lèche-cul, bakchich, s'il vous plaît, oh Dieu maître, est-ce que tu veux m'écouter? Non. Ce qu'il a de saisi, c'est que c'est mon culot et mon audace. Et ça m'a tellement démarqué de justement tout ce qu'il rencontre, tous ces gens qui rampent pour essayer d'avoir des contrats. Eh bien, ça l'a touché et il m'a fait passer en priorité. Et il fallait que le savon soit bon aussi. Ils ont fait des essais, ils ont vu que le savon était bon. Et bingo, c'est parti 5 comme ça. tonnes livrées une semaine après. Vous avez réussi là aussi, je suppose, avec une facilité déconcertante à faire fabriquer les 5 tonnes en temps et en heure. J'ai trouvé une combine. Bien sûr. Laquelle? J'ai trouvé une petite usine qui savait travailler immédiatement. Là, j'ai eu un gros doute à un certain moment parce que j'étais en possession d'une formule qui n'était pas déposée, qui n'était pas protégée. En plus. Donc le côté voyou m'a dit fais gaffe parce qu'avec les enfoirés qui nous entourent, il faut faire attention. C'est une phrase que je dis tout le temps à mes enfants. Je dis Jésus était que 12 à table, il y avait un Judas, maintenant les 9 milliards, il faut faire gaffe quand même. Donc j'ai fait attention et j'ai trouvé un petit chimiste du côté de Tournai, qui est une ville à la frontière belge, franco-belge, et j'ai trouvé un petit mec et ça m'a fait plaisir de travailler avec lui parce que comme moi, il était tout petit, il partait de rien, plein d'ambition. Et je me dis, plutôt que d'aller dans une grosse multinationale, eh ben, je vais bosser avec ce mec. Et il s'est cassé la tête, pour pas dire autre chose. Et aujourd'hui, il doit vous en être reconnaissant. Et on est parti comme ça, on est parti, mais dans des conditions, je vous assure, on est arrivé à Zaventem alors qu'il y avait les avions, sécurité. Zaventem, c'est l'aéroport. Avec des bidons qui n'étaient pas de la même couleur, avec des bouchons qui avaient déjà été. Et là aussi, vous avez continué à être crédible. Oui, parce que j'expliquais quand on me disait, mais enfin, c'est quoi tout ça? Il dit, écoutez, vous me demandez de l'urgence, je fais avec ce que j'ai, moi. Donc j'essaie de renvoyer l'ascenseur dans l'autre sens en me disant, c'est moi qui vous dépanne. Donc taisez-vous, sinon je reprends tout. Donc, alors ils étaient mal à l'aise et ça marchait comme ça. Aujourd'hui, vous êtes donc à la tête de plusieurs sociétés commerciales, combien à peu près? Plusieurs sociétés. Plusieurs. Vous pesez un certain chiffre d'affaires que vous n'allez pas me donner, évidemment. Oui. Bien sûr. Ce qu'il y a de singulier aussi dans votre histoire, c'est qu'à un certain moment, toute réussite ne passe pas inaperçue et bien sûr, votre passé vous a rattrapé, c'est-à-dire que les journalistes se sont aperçus que le Patrick Hendrix, qui avait eu cette idée de génie d'inventer, commercialiser un savon révolutionnaire, était en fait un ancien tolard, un ancien mafieux, globalement. Comment ça s'est passé? La presse s'est déchaînée contre vous? Très très mal, parce que ce qui se passe au début comme une fête, parce que pour moi, c'était la reconnaissance, le fait que des journalistes me disent on a eu vent de votre histoire et ceci et cela. Et j'ai dit ok, ça roule. J'avais déjà, heureusement, j'avais eu l'intelligence de ne pas mettre des photos de mon visage. J'ai dit on parle du produit, c'est tout, j'ai pas besoin de m'exhiber. Donc, et ils ont titré le gosse de rue devenu PDG, le SDF devenu PDG, donc des premières pages, mais ça a pris une ampleur démesurée. En plus, ils ont choisi un bon moment, c'est la période de Noël, donc ils l'ont fait passer comme un conte de Noël. Et je me dis, allez, c'est quelque chose de positif parce que ça va montrer aux gens que ceux qui sont dans la dèche maintenant, qui vont l'être plus tard, qu'il y a toujours moyen de relever la tête et qu'il faut y aller. Donc moi, dans ma tête, je me suis dit, je dois le dire, parce que c'est positif. Seulement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a deux mondes. Il y a le monde des particuliers, ceux qui lisent les journaux, et il y a les businessmen. Et ça a mis 4-5 jours, pour que, à la maison, dans le fax, et au bureau, dans le fax, tous les bons de commande, commande annulée, commande annulée, commande annulée. Et en quelques jours, j'ai compris que il y a des grosses multinationales, des sociétés qui, pour des raisons d'éthique, ne préféraient pas associer leur nom à cela d'un voyou. Comment l'homme intelligent et malicieux que vous êtes depuis des années a contourné l'obstacle? D'abord très mal, parce que je me suis dit, je veux retourner en prison. Ça a été ma première réaction. Parce que de nouveau, cette incompréhension, de nouveau ce regard de travers, de nouveau ces préjugés pourris, alors qu'à force de les fréquenter, je sais qu'eux sont plus pourris que les gens que j'ai rencontrés, que c'est un monde bien particulier, où tout s'achète, où tout se négocie, c'est un monde de bakchich, d'enroule, Enfin oui, bon, je bosse encore avec eux, donc je vais me modérer. Et je me suis dit, si j'ai su le faire une fois, et puis, chance pour moi, j'avais déjà ma petite famille, et je me suis dit, je ne peux pas baisser les bras maintenant. Je me suis donné ma parole que j'allais y aller, que j'allais réussir. Et je me dis, si j'ai su le faire une fois, je vais le faire 2 fois. Comment vous avez fait alors? J'ai recommencé tout à zéro. Tout? Tout à zéro. C'est-à-dire? J'ai gardé les clients qui me croyaient en moi. Oui. Je les ai chouchoutés, je les chouchoute encore aujourd'hui. Et j'ai repris une veste et une voiture. Et j'ai commencé à refaire du commercial.
Et avec une autre approche, j'arrivais chez les gens, je dis voilà, je dis je viens pour mon savon, mais il faut que vous sachiez ceci. J'ai fait mes années de prison, je suis un ancien braqueur, j'ai fait ceci. Donc si vous décidez qu'on bosse ensemble, vous le savez. Si vous me dites non, je ne serai pas fâché. Mais vous le saurez depuis le départ. Et le côté de nouveau franchise a plu aux gens. Et finalement, j'ai perdu la première fois 80% de mes clients. Et bien, grâce à cette opération, j'en ai gagné 160%. Aujourd'hui, donc, vous avez remonté la pente. Vous avez donc écrit ce livre dans lequel vous analysez votre parcours. Tout le monde ne peut pas réussir ce que vous avez fait avec l'enfant. Si. Tout le monde ne le réussit pas. Avoir une enfance aussi dramatique et réussir ce parcours. Tout le monde peut réussir. Je vous le promets, tout le monde peut réussir. Qu'est-ce qui fait que vous avez été différent des autres? J'étais le triple zéro de la société. Si moi j'ai su construire et faire ce que je fais aujourd'hui, et j'ai pas honte de le dire, aujourd'hui je suis un homme d'affaires, je gère énormément de gens, je sais pas écrire une lettre sans faire des fautes d'orthographe, je dois demander à mes enfants de faire des fautes de... Eh ben, j'en ai pas honte. Parce que j'ai pas peur et j'ai pas honte de dire je sais pas le faire. Et c'est ça le problème aujourd'hui, c'est que les gens sont tellement fiers et tellement cons que quand ils savent pas faire quelque chose, ils osent pas demander aux autres. C'est tout. Et quand vous analysez votre passé rétrospectivement, vous auriez pu finir en prison, ça aurait pu tourner très mal pour vous aussi parce que vous avez joué avec le feu. Quand vous repensez justement à vos camarades de chambrée qui subissaient les mêmes violences que vous, les viols répétés, les sévices, les tortures, eux n'ont pas réussi, je ne sais pas si vous avez des nouvelles d'eux, mais n'ont certainement pas réussi votre parcours. Qu'est-ce qui fait que vous avez été si différent des autres ? D'abord, si j'aurais la réponse, je ne vous la donnerai pas. Parce que ce qui était valable pour moi ne sera peut-être pas forcément valable pour quelqu'un d'autre. C'est ça, réussir. Quand vous êtes dans votre bureau, que vous regardez votre réussite pour vos enfants, dont vous m'avez dit au début de cette émission que vous étiez très fier d'eux, il vous arrive de penser souvent à votre passé ? Est-ce que ça remonte, ça, très souvent ? Vous voulez savoir la dernière fois que j'y ai pensé ? Cette nuit. La nuit d'avant. Et la nuit d'avant. Et la nuit d'avant. Et la dernière des filles qui vit encore avec moi, elle comprend pas pourquoi je me couche à minuit, que je me lève à 3h30 du matin. Parce que ça changera jamais, et parce que j'ai accepté le fait, et parce que c'est comme ça. Ça aurait pu être pire. J'aurais pu être alcoolo, j'aurais pu être drogué. Mais voilà, je combats mes démons tout seul, et je les emmerde pas avec ça. On en parle très très peu. Mais c'est dur à vivre, ouais. C'est une blessure qui ne se refermera jamais. C'est impossible. C'est impossible. Quand vous faites le compte du positif que vous avez eu dans votre vie et du négatif, qu'est-ce qui l'emporte ? Vous voulez savoir si je re-signerais pour avoir la même vie ? C'est pas tout à fait ma question, mais vous pouvez répondre comme ça. Ouais. Ouais. Si je devrais tout recommencer, je voudrais faire exactement le même parcours. Avec toutes les souffrances aussi ? Ouais. Parce que je sais où je vais, parce que je sais qu'aujourd'hui j'ai des enfants fabuleux. Et c'est ça qui vous a construit, la souffrance ? Je sais pas, parce que c'est dangereux comme question et comme réponse, parce que ça voudrait dire à certaines personnes faibles d'esprit de se dire il faut que je souffre, il faut qu'on me torture pour que j'ai une chance de réussir. Donc c'est dangereux, je répondrai pas à ce genre de questions. Je sais pas si c'est bien ou mal, je sais que je l'ai vécu, je le souhaite à personne. Ceux qui l'ont vécu, ben, à travers mon bouquin et à travers des émissions comme la vôtre, j'essaye de leur dire allez vas-y, relève la tête, parce que le passé c'est pas un boulet. Et si tu penses que c'est un boulet, eh ben à deux, on va casser la chaîne. Et à travers mon bouquin, je vais te montrer que c'est pas une maladie, c'est pas une tare. Et que la vie, elle vaut la peine d'être vécue. Et qu'il suffit de voir les choses autrement pour que le soleil rentre dans ta tête et que c'est reparti. C'est pour ça que j'écris. De quoi vous êtes le plus fier aujourd'hui ? À part vos enfants, bien évidemment. De quoi je suis le plus fier ? Quel est l'acte de votre vie qui vous rend le plus fier ? Quand je sauve un gosse. L'activité que je fais sur le côté, parce que ce qu'on n'a pas dit, ce qu'on n'a pas entamé, c'est que 33% de mon chiffre d'affaires global est utilisé pour récupérer des enfants kidnappés, torturés ou subissant la pédophilie. Et quand j'ai le bonheur de rendre un enfant comme ça à ses parents, après il peut tout m'arriver, j'en ai plus rien à foutre. Patrick Hendrix, merci. Je rappelle le titre de votre livre, Les Trois Marches, une belle revanche sur la vie. Je pense que c'est une belle revanche sur la vie que vous avez eue, mais elle n'est pas finie. Merci d'être venu nous raconter avec beaucoup d'émotion votre parcours, ce passé terrible et ce que vous en avez fait aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous.